c'est Mabel et vous êtes sur la chaîne de décryptage de l'actualité politique. Avant d'aller au Sénégal, nous allons nous arrêter au Niger où la CEDEAO a levé les sanctions qui duraient et peinaient sur le peuple nigérien. On ne peut que vraiment féliciter le peuple nigérien parce que ce combat, ça a été leur combat. Nous avons été leur porte-voix, que ce soit sur les réseaux sociaux, même à écrire à des personnalités importantes pour demander la levée de ces sanctions. Trois choses que le peuple nigérien bénéficiera de la levée de ces sanctions, c'est d'abord l'ouverture des frontières. Plus de difficultés pour les Nigériens pour entrer dans les pays membres de la CEDEAO. Secondo, la facilité de recevoir les marchandises. Sachez que ces sanctions empêchaient la population nigérienne de rentrer en possession des denrées alimentaires, des médicaments, des choses les plus rudimentaires. Maintenant, le port autonome de Lomé servant de relais au Niger, qui est un pays enclavé, quand même, il fallait vraiment, ceux qui connaissent la sous-région, quitter Lomé, aller jusqu'au nord, passer par le Burkina Faso, c'était un long chemin. Mais maintenant, avec l'ouverture des frontières, possibilité de réduire ces distances entre le Niger et les ports qui servent à fouler et refouler la population nigérienne. Ensuite, la troisième bonne nouvelle de la levée de ces sanctions, c'est le fait que les Nigériens peuvent faire des transactions financières avec des montants très élevés dans les pays de la CEDEAO. Sachant que les Nigériens sont de très grands commerçants, ils ont des commerces un peu partout, que ce soit au Bénin, au Ghana, au Nigeria. Les Nigériens font du business un peu partout dans la sous-région. Donc, la levée des sanctions les permettra de continuer à faire du business dans ces pays et de pouvoir rapatrier les sommes nécessaires au Niger et vice-versa. Donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est vrai que le Niger, comme les pays comme le Burkina Faso, le Mali, ne font plus partie de la CEDEAO. Ils ont créé une autre organisation que nous appelons l'AES. Et cette organisation regroupant ces pays qui ont la même géographie, qui ont les mêmes problèmes sécuritaires et apparemment qui ont les mêmes peuples qui parlent le même langage. Donc c'est bénéfique. L'AES, c'est bénéfique. Maintenant, qu'est-ce que l'AES va faire par rapport à la CEDEAO? C'est ce que l'avenir nous dira. Parce que l'AES a été construit par les pays dont ceux qui gouvernent ces pays sont des transitions militaires. Et quand les élections viendront, on ne sait pas qui prendra la tête de ces pays. Souvent, les politiques ont une vision différente des transitions militaires. Nous l'avons un peu vu dans la sous-région. Aux indépendances, les civils qui sont arrivés au pouvoir voulaient se séparer du colonisateur. Et quand les militaires sont venus, ils ont préféré garder cette relation. Donc, on ne sait pas exactement ce qui se passera à la fin de ces transitions. On espère que ceux qui viendront et reprendront le pouvoir seront dans la continuité et non dans la rupture. Maintenant que nous quittons le Niger, où nous célébrons le combat des peuples nigériens qui ont retrouvé la possibilité de continuer leurs affaires dans la sous-région, nous passons au Sénégal. Vous savez, le Sénégal, c'est un pays de grands lutteurs. La lutte, c'est le sport officiel au Sénégal. Et le Sénégal a ça en commun avec le Togo. Nous faisons aussi la lutte. Il y a un peuple au Togo, le peuple Kabylie, qui fait la lutte. Dans le Sénégal et le Togo, nous avons ça en commun, le sport appelé la lutte. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler du sport. Nous allons parler des élections présidentielles au Sénégal. La date du 24 mars a été retenue par le président et la Cour constitutionnelle, spécialement la Cour constitutionnelle, qui a finalement joué son rôle d'être un autre pouvoir. Vous savez,
En politique, il y a trois pouvoirs. Mais trois pouvoirs, il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mais dans la sous-région ouest-africaine, nous sommes habitués à avoir trois pouvoirs, mais qui fonctionnent de la même façon. On a l'impression dans certains pays qu'il n'y a que le pouvoir exécutif. Nos constitutions étaient tellement toilettées que nous nous demandons des fois si nous avons des cours constitutionnels. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui au Sénégal nous montre l'importance des cours constitutionnels, qu'il y a encore des juges qui ont quelque chose en eux et qu'il y a encore des juges qui sont prêts à dire le droit. Donc c'est ce qui s'est un peu passé au Sénégal. Mais quand quelque chose se passe, vous savez, quand il y a une crise, que ce soit politique, militaire, il y a toujours trois façons de voir les choses. Il y a ceux qui vont comprendre la méthode. Il y a ceux qui verront les formules. Et il y a ceux qui seront ou ceux qui vont juste se contenter des résultats. La méthode ici, c'est que le président Macky Sall, qui est venu au pouvoir avec des élections démocratiques, a décidé à quelques semaines du premier tour de reporter les élections. L'Assemblée nationale, qui est notre pouvoir, le pouvoir législatif, a suivi le pouvoir exécutif. Même les juges, certains juges du pouvoir judiciaire, la Cour constitutionnelle, étaient un peu dubitatifs. Mais avec le temps, avec les dialogues, avec la pression de l'opposition, surtout des partis civiques et la population sénégalaise, le président a décidé de faire un dialogue. Dans ce dialogue, il y a une date qui a été adoptée. Et la date a été renvoyée au Conseil constitutionnel. Vous voyez, c'est aussi ça, la démocratie. Le président Macky Sall n'a pas dit que, bon, comme le dialogue a pris une date, je vais imposer cette date. Non, il n'a pas imposé la date. Il a respecté le processus démocratique en envoyant le dialogue, le rapport du dialogue, le rapport des événements du dialogue, en envoyant la date retenue par la communauté ou l'organisation qui a suivi le dialogue à la Cour constitutionnelle. Mais les gens ne verront pas ça. Les gens ne verront pas que le rapport a été envoyé à la Cour constitutionnelle. La date a été envoyée par le pouvoir exécutif au pouvoir judiciaire. Non, les gens ne verront que le résultat. Mais c'est comme ça. J'avais un professeur qui disait toujours que quand tu enseignes un cours, il y a quatre types d'élèves. Ceux qui verront la méthode, ceux qui verront les formules, ceux qui verront le résultat et ceux qui ne verront rien. Ceux qui vont célébrer avec tout le monde. Donc ici, ceux qui retiennent la méthode, moi je préfère retenir la méthode parce que c'est la méthode que nous pouvons utiliser dans les autres pays parce que ce qui est arrivé au Sénégal arrive tous les jours dans les autres pays quand la Cour constitutionnelle suit le pouvoir exécutif. Quand le pouvoir exécutif gouverne le pouvoir législatif et gouverne le pouvoir judiciaire. Alors que ça doit être échec et balance. Je le dis encore, ça doit être échec et balance. Le pouvoir judiciaire doit être l'échec et balance du pouvoir exécutif, qui est l'échec et balance du pouvoir législatif, qui est encore l'échec et balance du pouvoir exécutif. Dans combien de nos pays, nous avons vu l'Assemblée nationale interpeller le président? Dans combien de nos pays que nous avons vu l'Assemblée nationale mettre un dispositif de destitution du président? Nous avons eu des crises plus pénibles à supporter que la crise sénégalaise. Les toilettages de constitution. Mais la Cour constitutionnelle n'a rien dit. Je suis togolais, je peux vous donner des exemples, des vrais exemples, des exemples palpables, des cours constitutionnels qui ont refusé, des juges qui ont juste refusé de faire leur boulot et qui ont même validé des résultats que tout le monde, même la communauté internationale, a dit que ces résultats sont les résultats du président et du président de la Cour constitutionnelle. Donc ici, la méthode veut, revenons à la méthode veut que le président envoie un rapport à la Cour constitutionnelle qui a accepté le rapport, qui a vu le rapport,
La Cour constitutionnelle n'est pas venue pour parler. La Cour constitutionnelle n'a pas fait une conférence de presse pour décréditer les candidats. La Cour constitutionnelle n'a pas dit ceci, n'a pas dit pourquoi l'opposition n'a pas participé. La Cour constitutionnelle n'est pas rentrée dans un grand débat de personnes, non. Nous remercions la Cour constitutionnelle pour ça, d'être resté dans son régime, d'être resté dans son rang, d'être resté dans son chemin. Ils ont pris le rapport, ils l'ont lu, ils ont délibéré. Et ils ont dit, par la Cour constitutionnelle, par le droit qui régit la terre, par le pouvoir qui nous a été donné, pas par le président de la République, mais par le peuple sénégalais, nous avons décidé que l'organisation des élections, surtout le premier tour, se fait avant le 2 avril, qui est la fin du mandat du président Macky Sall. Et quand le résultat a été donné au président Macky Sall, qui connaît le pouvoir judiciaire, qui sait que dans un pays démocratique, le président de la Cour constitutionnelle est aussi puissant, a aussi son mot à dire dans le processus démocratique, a même choisi une date plus intérieure. On dirait que c'est Macky Sall qui veut partir cette fois-ci. Eh Macky, on dirait que c'est toi-même qui veux partir. On dit le 31. Il dit non, le 31 là c'est trop. Moi je veux même le 24. Oui, le président de la République m'a dit le 24. Il a renvoyé la date du 24 au président de la Cour constitutionnelle qui ont délibéré et accepté en disant que vraiment, on dit au gars de partir. Mais le gars même est plus pressé de partir. Laissons-le partir. Ok, Macky, comme tu veux partir, on te laisse partir. Mais de toute façon, la fin du mandat, c'est le 2 avril, le premier tour. Et la transition se fera par le président de l'Assemblée nationale. La décision a été prise que le message est bon. Le Sénégal montrera l'exemple aux autres pays sur le fait que les pouvoirs sont distants, les pouvoirs sont à respecter. Vous imaginez ça dans la sous-région, les autres présidents sont en train de se suer. Hein? Les Camerounais n'ont jamais vu ça, c'est la première fois qu'ils voient ça. La Togolaise, même moi-même Togolaise, c'est la première fois que je vois que les trois pouvoirs peuvent agir distinctement. Les trois pouvoirs peuvent prendre 3 décisions distantes. Les trois pouvoirs peuvent travailler ensemble. Ça, c'est félicitations aux Sénégalais. Dès le début, j'avais dit que le peuple sénégalais, c'est un peuple qui a quelque chose à revendre, quelque chose à donner à la sous-région. Et ça, ce n'est que formidable. Donc, c'est la méthode. La méthode veut dire, comme beaucoup ne comprendront pas la méthode, si le président dit quelque chose, la Cour constitutionnelle peut venir et dire non. Donc, on espère que tous les présidents des cours constitutionnelles de la sous-région puissent apprendre ça, la bonne nouvelle. Si on va leur envoyer une lettre au président des cours constitutionnelles de la sous-région pour leur dire, c'est ça au fait, le chèque et balance, la balance des pouvoirs, je le dis encore, c'est ça. Tu es président de la Cour constitutionnelle. Tu es président de la Cour constitutionnelle à cause de la population, à cause du peuple. Tu as le droit, la force de dire non à certaines décisions du président. Dans cette histoire, l'Assemblée nationale a suivi le pouvoir exécutif. Donc, c'est la Cour constitutionnelle qui fait le ménage. Et c'est beau. C'est tellement beau les Sénégalais. On refait encore un autre match comme ça. Là, ça donne vraiment, ça aide les gens de la sous-région à se réveiller. Bientôt, les élections dans la sous-région, tout le monde se réveille. On réveille les présidents des conseils constitutionnels, là. On les réveille un peu, les présidents des sénats, les présidents des assemblées nationales pour leur dire, c'est ça votre travail. Ce n'est pas d'accompagner le pouvoir exécutif comme d'accompagner le pouvoir exécutif bête. Je voulais dire quelque chose, mais je m'arrête là. Mais de mettre la balance du pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La formule. C'est ça la formule. Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, le président Macky Sall a pris les dispositions. Il a donné la chance au Premier ministre qui est candidat de commencer la campagne présidentielle. Il a nommé un autre Premier ministre par intérim. Il dit que le 2 avril, il s'en va se reposer d'après ce que nous avons appris au Maroc. Maroc, nous voici.
Nous serons là aussi au Maroc. Si le Maroc prend Macky Sall, le Maroc prend nous aussi. C'est à côté. Il dit aussi qu'après ça, eh ben, que le meilleur des Sénégalais gagne. Mais entre le premier tour et le deuxième tour, c'est la question que tout le monde se pose. Parce qu'au Sénégal, on a l'habitude de faire 2 tours. Qu'est-ce qui va se passer entre le premier tour et le deuxième tour? Quand le président partira, on dira que la transition, nous reconnaissons bien le fils de Wade, Karim Wade, que je pense qu'il n'est plus sûr, il n'est plus candidat. Nous reconnaissons certains candidats, puisqu'ils sont dans le circuit politique depuis longtemps, mais à part ça, les autres candidats, on ne le connaissait pas très bien. Donc, quelque part, le résultat de tout ce qui s'est passé, ce n'est pas le départ de Macky Sall, puisque Macky Sall nous a déjà dit qu'il va partir. Il nous a assuré de son départ. Ce n'est pas le départ de Macky Sall, c'est le fait que nous n'avons pas le temps et nous n'aurons pas le temps de connaître les autres candidats, de savoir qui est bon, qui n'est pas bon. Donc nous nous retrouvons avec des candidats de l'opposition et du parti au pouvoir que nous connaissons déjà. Donc quand nous allons parler, quand nous allons faire les vidéos, ceux qui font souvent ces vidéos, on ne peut que s'appesantir sur ce que nous connaissons. Et vous allez remarquer que chaque fois que les leaders d'opinion, les politiques parlent, ils ne parlent que de ces candidats que nous connaissons déjà. Il n'y a pas de nouvelles têtes. On ne sait pas ce que les autres candidats ont à offrir. Ça, c'est la première des choses que j'ai remarqué. Donc, si on ne sait pas bien, la course se fera entre les anciens candidats. Donc, on a l'impression que tout ça s'est passé pour préparer le chemin à un candidat, mais qui peut-être est parmi déjà ces candidats que nous connaissons, les mêmes partis d'opposition que nous connaissons et les candidats du parti au pouvoir qu'on connaît. Donc, ça va finir entre ces deux-là ou ces trois-là qui sont déjà connus parce que déjà connus, la campagne présidentielle se fera plus facilement que ce que nous ne connaissons pas. Donc, on a l'impression que le scénario Macky Sall Wade, le scénario Diouf Wade, le scénario Senghor Diouf s'est reproduit encore. On chauffe la population, on chauffe l'opinion internationale, on enlève un peu le mythe du président en exercice pour permettre à un nouveau de venir sur la place publique. Donc, quelqu'un de nouveau va venir et on a l'impression que tout cela a été créé pour qu'il puisse venir facilement. Celui dont j'ai le plus assisté, c'est celui de Macky Sall lui-même. Vous imaginez, même dans notre salle de classe, nous étions hype, comme disent les Américains, sur le fait que Macky Sall doit gagner les élections. On était prêts à descendre à Dakar s'il le fallait nous-mêmes, marcher pour que Wade ne gagne pas les élections. Donc ça a été de la même façon, Macky Sall lui-même est venu au pouvoir. Et c'est de cette façon aussi qu'on prépare le chemin à une personne qui va venir au pouvoir. Donc, on ne sait pas qui c'est cette personne parce que longtemps, quand ça a commencé avec Ousmane Sonko, tout le monde disait que c'était Ousmane Sonko et tout le monde disait que c'est ce qui se passe souvent au Sénégal. Pour qu'un autre rentre sur la scène politique, l'autre doit se battre, il y a des morts, il y a beaucoup de choses qui se passent pour que l'autre quitte la scène politique. Mais avec le fait que Ousmane Sonko n'est pas sur la liste électorale et qu'il y a un autre sur la liste électorale qui le représente, on se dit peut-être que tout ça est fait pour qu'il soit président. Il y a aussi le candidat du pouvoir, Amadou Ba, qui a servi les Sénégalais, qui est déjà connu sur la place publique sénégalaise, qui aussi a déjà quand même quelques longueurs d'avance parce que il est déjà un homme public. Donc, cette élection sera surprenante. Si nos analyses sont bonnes, le prochain président sénégalais, nous le connaissons déjà et c'est surtout
quelqu'un parmi ceux que nous connaissons déjà, parce que pendant tout ce boru-bora, toute cette salsa sénégalaise, nous n'avons pas eu le temps de connaître les autres candidats qui déjà savent, ils ont compris, ils sont pressés, ces candidats sont pressés de faire leur campagne présidentielle. Ces candidats ont compris que ça leur a pris du temps. 2 à 3 semaines, ils vont devoir rentrer sur la scène politique, secouer la scène politique sénégalaise qui a déjà été contaminée par le fait de ce qui s'est passé, par le fait que pendant toute cette crise, nous ne faisons que appeler le nom de certaines personnes, autant et autant. Donc, ce sera la surprise. Et pour Macky Sall, eh ben, c'est le repos du guerrier. Il a fait ce qu'il fallait. Ceux qui ont compris comprendront. S'il n'a pas leçon de démocratie, et on espère que les pays de la sous-région continueront ou verront ça. Ou qu'est-ce qu'on fait? On fera maintenant, il n'y a plus la vidéo. Donc, on enregistre, comme les jeunes disent, on download ça, on enregistre. Et puis, on envoie une copie au président de la sous-région. Tout le monde, tous les présidents de la sous-région. On envoie une copie au président de l'Assemblée nationale, au président de la Cour constitutionnelle pour leur montrer comment la démocratie marche. Si tous les présidents pouvaient respecter les États, si tous les présidents pouvaient respecter les États, respecter les juges de la Cour constitutionnelle, ne pas seulement se rappeler d'eux pour toiletter les constitutions ou pour toiletter les constitutions ou pour valider des résultats factos des élections. Si on pouvait amener nos présidents à respecter les institutions de l'État et à permettre à ceux qui sont à la tête de ces institutions de faire leur travail. Ce que je peux retenir, c'est que les hommes politiques ont des volontés politiques. Ils ont de l'ambition. C'est pour ça qu'ils sont sur le terrain politique. Mais les institutions sont créées pour amener ces hommes à comprendre qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas tout faire parce que le pays appartient à tous les citoyens. Sur ce, bonne fête du 8 mars à toutes les femmes, à nos mamans et aussi bon week-end. Merci.